Cela fait plus de 8 siècles que chaque dimanche de la Trinité, les Montois et les habitants de la région célèbrent le doudou. La ducasse rituelle est fêtée en famille, entre amis, avec les acteurs, les chambrelettes et les nombreux touristes. On estime actuellement à 100 000 le nombre de personnes présentes sur et autour de la Grand Place le dimanche midi. Si chaque rôle, chaque geste est écrit, inscrit, la scénographie du combat a évolué au fil du temps. Rien n'est figé, c'est très important. Dans ce nouveau numéro de C'est notre histoire, je vous propose de partir à l'origine et de suivre l'évolution du combat d'Ilumson. Et pour nous plonger dans la longue histoire du Lumson et de sa tradition, nous voici au musée du Doudou, à quelques pas dans la Grand Place, l'endroit idéal pour aller à la rencontre de Corentin Roussman, responsable mémoire et histoire militaire à la ville de Mons. Bonjour Corentin. Bonjour Geoffrey. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors ce mot ducasse, d'où vient-il ? En fait, le mot ducasse, ça veut dire la dédicace de, et donc en fait, c'est quand une paroisse décide de faire la fête en l'honneur du saint patron de l'Église, et en particulier à Mons, c'est la ducasse spécifique à Sainte-Vaudrue, et donc on met à l'honneur Sainte-Vaudrue. Corentin, c'est au XVe siècle, en 1441, que l'on retrouve les premières traces de combat dans la procession. Oui, en fait, dans les contes de la ville, on va retrouver une indication comme quoi on a dû payer pour la réalisation d'un dragon pour la procession du quart d'or. À l'époque, beaucoup de combats dans d'autres villes. Donc il existait, c'était traditionnel, de nombreuses associations, confréries qui représentaient les reliques de Saint-Georges, dans lesquelles, pour expliquer à la population qu'avait fait Saint-Georges, on faisait une représentation de la pucelle avec Saint-Georges, du dragon avec Saint-Georges, et on peut retrouver ça à Namur ou dans d'autres villes. Donc il n'y a rien de très spécifique à Mons par rapport à la présence dans la procession d'une représentation de Saint-Georges, du dragon et de la pucelle. Et pourquoi ce combat ici à Mons ? Donc s'il y a un combat à Mons, c'est parce qu'en 1380, il y a la confrérie de Dieu et Monseigneur Saint-Georges qui va être créée. Et à partir de ce moment-là, la confrérie va vouloir présenter à la population montoise qu'est-ce que Saint-Georges a fait. Saint-Georges n'est pas un saint local, c'est un saint qui vient d'Anatolie. Ils l'ont ramené des croisades et donc ils décident de le présenter. Et donc ils confectionnent un dragon et ils prennent un cavalier et ils font le combat. Et donc ce combat a lieu vraiment au sein de la procession à différents moments. Il n'y a pas d'arrêt spécifique. Et c'est quand ils sont devant la chapelle Saint-Georges qu'il y a véritablement quelque chose d'important. Et c'est tellement important que ça va poser problème. Et donc du coup, ce combat se fera à part, et pas devant l'hôtel de ville au début, mais devant cette chapelle Saint-Georges, juste à côté de l'hôtel de ville. Exactement. Donc en 1770, les chanoinesses trouvent que ce combat prend beaucoup trop d'importance, et donc elles décident d'organiser ce combat d'Ilumson, non pas pendant la procession, mais après la procession, et devant le lieu où sont conservées les reliques de Saint-Georges, à savoir la chapelle Saint-Georges. Et donc si le combat a lieu sur la Grand Place, c'est vraiment, l'hypothèse que l'on fait, c'est vraiment parce que c'est en face de cette chapelle où sont conservées les reliques. Corentin, on parle de rond, on voit la corde, et ça n'a pas toujours été le cas. Non, il faut s'imaginer qu'au début, quand le dragon et Saint-Georges se combattent, en fait, il n'y a absolument rien autour qui délimite la zone de combat. Par la suite, on va intégrer les chinchins et les diables pour pouvoir délimiter cette zone. Et par la suite, on a des représentations au fin 19e où on vient mettre une palissade en bois pour véritablement bloquer l'espace de combat. Et cette palissade en bois va se transformer en corde. Qui au début est plantée entre des pavés avec des piquets en métal, et maintenant une installation complète, délimitée, spécifique pour l'arène du combat sur la Grand Place. Alors quelle est la typologie des acteurs du doudou ?
Donc les acteurs du doudou, on peut voir à travers l'histoire que sont finalement des simples civils qui sont mandatés pour faire cette fonction-là. On a des listes d'acteurs au 19e siècle, début du 19e siècle, où on a l'âge, souvent ils sont assez âgés, ce sont des ouvriers, des journaliers, des maçons, et voilà, ça va durer comme ça pendant longtemps. On dira souvent que ce sont des gens des bas-fonds de la ville. Alors on dit Ducasse, on dit combat, on dit beaucoup de mots, on dit aussi doudou. Mais d'où vient ce nom? Alors le mot doudou, on ne sait pas exactement dire d'où il vient. C'est soit le nom qu'on donne affectueusement au dragon, soit c'est la chanson. Est-ce que c'est la chanson qui est passée avant ou le nom qu'on donne affectueusement au dragon? La seule chose, c'est que c'est une double consonance, comme papa, comme maman, donc de quelque chose d'assez affectueux et que l'on apprécie. Donc ça, c'est l'élément qu'il faut mettre en évidence. Durant le combat, Saint-Georges et le dragon, les deux personnages principaux du Lumeçon, sont assistés de leurs alliés. Mais saviez-vous que le nombre d'acteurs présents dans l'arène a évolué au fil du temps et que leur costume a fait de même? Sabine Dupont nous propose un retour en arrière en histoire et en images dans ce sujet. Le vestiaire qui abrite les costumes du combat d'Ilumson est bien caché. À quelques heures du jour J, Joëlle, réalisatrice du combat, et Fabrice, le régisseur, sont en plein préparatif. C'est qu'il y en a des costumes dans l'arène, certains demandant plus ou moins de travail. Le costume d'homme blanc, donc c'est une chemise blanche avec un pantalon blanc et une ceinture noire. Mais le bonnet, les bonnets sont en fait confectionnés par une couturière. Même s'ils sont plus simples, les costumes demandent toujours l'intervention de couturières, des petites mains qui patiemment apportent leur pierre à l'édifice. Exemple le plus marquant, le travail à effectuer chaque année sur le costume des hommes de feuille, des hommes qui n'ont pas toujours porté ce nom. En témoignent les archives de la ville de Mons. En ce qui concerne le combat du Lumeçon, on a mis par écrit des règles vraiment de façon plus officielle ou vraiment plus imprimée, avec la vraie règle du combat du Lumeçon, publiée par Gaston Talope d'abord en 1914 et puis dans une brochure en 1923, qui permet vraiment d'avoir une description du combat de A à Z et notamment des costumes de chacun des acteurs. Et donc par exemple, les hommes sauvages, on voit que c'est les hommes de feuille actuels parce qu'il y a une mention d'un costume tout en feuille. Ces mêmes archives permettent aussi de voir l'augmentation progressive du nombre d'acteurs du rond. En 1843, dans cette liste-ci, on voit qu'il y a 4 chinchins, 2 diables, 2 hommes sauvages. Donc les hommes sauvages, c'est ce qui est devenu finalement les hommes de feuille quand on voit la description des rôles. Et également 7 porteurs du dragon et évidemment surtout un Saint-Georges. Un Saint-Georges dont le costume a également évolué. Anecdote à la clé. En 1925, on apprend que le Saint-Georges, l'acteur qui joue Saint-Georges, est un peu trop corpulent. Et donc on va devoir agrandir sa jaquette avec la recherche d'un cuir qui doit être jaune canari. Et qui dit Saint-Georges dit chinchin protecteur. Son costume, plutôt terne au début de l'apparition du rôle, s'est peu à peu transformé pour trouver des couleurs qui ne sont pas choisies au hasard. Si je repars de la symbolique des différents personnages du Lumeçon, eh bien, à un moment donné, on a souhaité évoluer vers une vareuse qui reprend vraiment les couleurs attribuées aux personnages. Donc le chinchin protecteur, c'est le guide de Saint-Georges. Saint-Georges, lui, sa vareuse est jaune et sa chemise est bleu roi. Eh bien, le guide de Saint-Georges, le chinchin protecteur, lui, sa vareuse est bleu roi et sa chemise, elle, est jaune. Une telle recherche de précision se marque aussi dans l'évolution du costume des 12 chinchins. Nous avons renouvelé toutes les vareuses chinchin pour la Ducasse 2022. Et là, voilà, nous avons évolué vers un tartan. Nous avons eu cette chance de trouver un tartan vraiment où le rouge apparaît nettement. Vous voyez, on retrouve également les couleurs de Saint-Georges avec le jaune et le bleu. Du bleu, il n'en est pas question dans le costume des diables, un costume qui a subi de multiples transformations. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la chapelle numéro 13 de la collégiale Sainte-Vaudrue. C'est ici que l'on trouve une statue de Saint-Michel terrassant le démon.
Donc la légende veut qu'on utilise la tête, que la tête de l'arrière ici a servi de modèle au costume de diable qui était toujours simplement noir au XVIIIe siècle et au XIXe siècle serait apparue une tête à l'arrière. Une tête largement transformée par différents artistes. Ces costumes-ci datent du milieu du XXe siècle. Enfin, on les a retrouvés au musée des Beaux-Arts et c'est un certain Jules Ancar qui les aurait peints. Un succédant à Jules Ancar, Gérard Noirfalis, l'artiste très connu à Mons, qui a pendant plusieurs décennies peint les costumes de diable et du grand et du petit Lumeçon. Georges Rapers a trouvé que les anciens costumes devenaient un petit peu tristounés, il voulait qu'on fasse quelque chose de plus pétillant. Et début années 90, il me dit pourquoi pas essayer d'imaginer quelque chose. J'ai créé des dessins qu'on a montrés à des écoliers, comme tout à l'heure, et ils ont choisi celui qui leur convenait le mieux, en l'occurrence celui-ci qui était un peu explosif. Ce dessin original a encore évolué pour arriver à sa version définitive en 2009. Le combat a évolué entre les années 70 et la fin des années 90, un travail de longue haleine imaginé par une équipe de choc, mais surtout de passionnés de leur folklore. Citons Georges Rapers, Albert Lang et Jacques Hamed, qui aujourd'hui, à 96 ans, nous livrent les souvenirs de cette époque. Vous avez été échevin des fêtes de 1972 à 1988. Des doudous, vous en avez connu? J'en ai connu 17 et des fameux, des célèbres même. Alors on va pouvoir passer avec vous toute cette étape, toutes ces doudous et revenir tout d'abord sur ces Ducasse. Jusque dans les années 60, c'était très familial. Ben, la Ducasse, comme je suis né montois, je l'ai vécu dans mon enfance, et je l'ai vécu jusqu'à ma première jeunesse, et c'est vrai jusqu'à fin des 60, c'était... J'en garde un souvenir beaucoup plus familial, détendu que ça n'est devenu par après, et les problèmes qui sont arrivés. Ensuite, un peu plus de violence, avec des premières personnes à l'hôpital. Comment vous expliquez cela? J'ai du mal à comprendre pourquoi ça s'est accéléré de cette manière-là, et assez rapidement. Je n'ai pas d'explication réelle, parce que ce sont habituellement, à mon avis, les gens qui ne connaissent pas le doudou, qui viennent de l'extérieur, qui ont amené des troubles. Et justement, le jeu à l'époque était moins structuré. Et comment il est actuellement structuré comme une Bible. Les mouvements, les zones, il y a 7 zones maintenant. Chaque geste a son sens. Les épisodes sont calculés, minutés. Tout est significatif, métaphorique. À l'époque, pas. C'était souvent le chaos. La vérité, c'était les acteurs qui n'étaient pas préparés. C'est devenu maintenant un honneur de faire le Lumeçon. À l'époque, c'était plutôt un statut social qui n'est pas précieux. Et les acteurs étaient payés? Ils se payaient plus exactement. Ils avaient un tronc avec lequel finalement ils se faisaient une demi-année de revenus. On a supprimé cela quelques années après 72. 72, justement, c'est une année, l'année où vous rencontrez Georges Rapers, c'est au carnaval de Binche, et là c'est une nouvelle naissance quelque part du combat qui va arriver. C'est un hasard pur. Il semblerait qu'il m'ait vu à la TV et que lui, étudiant à l'ULB, avait un souci de création de scènes, très axé sur le cinéma. Il avait une inspiration en disant « mais moi je peux faire quelque chose ». Je lui ai dit « quant à moi, oui, mais ça n'a pas été tout seul ». Alors comment s'est passée l'arrivée de Georges Rapers? Eh bien, on m'a dit que ce que Bruxelles doit bien faire ici. Ouais. Et le chef du service des fêtes était à l'époque Albert Lang, un homme très imaginatif, qui l'a pris sur lui, qui l'a formé, qui l'a logé. Il y a eu une bonne entente entre eux, et puis les années qu'on suivi, Rapers est devenu un électron libre cette fois-là. Ça c'est l'enfant. Mon fils, et ça c'est mon petit-fils. Ah ouais. C'est le petit Lumeçon. Et il est aussi... Alors vous êtes échevin des fêtes à l'époque. Georges Rapers va changer beaucoup de choses et tout sera mis dans la symbolique. Dans l'action de Georges Rapers à Mons, je vois 2 épisodes très clairs. L'épisode précisément pendant lequel j'étais échevin des fêtes, c'est
le scénario qu'il va créer, parce qu'il va donner un sens. Tout va importer. Il va falloir d'abord une queue qui ne casse plus. Il a fallu trouver la forme du rond qui n'était pas la bonne, qui est devenu un carré, qui est devenu un rectangle. Il a fallu faire un règlement qui spécifie l'âge, la mesure, la taille, etc. Vous l'avez suivi dans tout ce cheminement? À la vérité, Georges Rapin, ce n'était pas un homme facile. Comme tous les gens hors normes, ils ont leur côté fort personnel. Quand on n'était pas d'accord avec lui, il ne vous parlait plus. Ça pouvait durer un petit temps. Mais il va par contre à une telle séduction, une telle emprise auprès des acteurs qu'on doit lui rendre vraiment nous rendre reconnaissance, spécialement avec la police. Il a fait de la police de Mons, parce qu'il avait le meilleur rapport avec eux, le bon staff. Vous savez qu'il y a 44 policiers qui jouent le jeu. Ils sont des policiers sans être des policiers. Et ça étonne le monde entier. Jacques, comment voyez-vous l'évolution du combat? Un moment viendra, il est peut-être venu, de repenser autour d'une table, principalement sur deux sujets, pour moi qui me semblent évidents. La présence des femmes. La gente féminine que je peux interroger n'est pas satisfaite. Donc il y a ce problème-là. Et il y a aussi ce petit souci de la durée. Est-ce que le combat peut durer 40 minutes alors que jadis c'était 23 minutes. Pour ça, il faut revoir le scénario, éventuellement. C'est peut-être audacieux de ma part parce que ça ne plaira pas à tout le monde, mais il faut aussi penser au public, qu'ils le reçoivent bien, et à l'invité, et à la mère de famille qui reçoit, et dont leur père mijote un peu trop longtemps. Et à présent, place à une rencontre avec un témoin privilégié du combat. Albert Moucheron, c'est le premier chinchin protecteur de l'histoire du Lumson, un personnage unique en son genre. Une rencontre signée Sandro Di Pietro. Et toucher Scardor, c'est extraordinaire. C'est aussi, comme la première fois, j'en tremble, c'est quelque chose de... C'est une émotion intérieure qui ressort, un sentiment d'appartenance, quelque chose de... Allez, qui est vivant, qui est à l'intérieur de nous, et c'est extraordinaire. Voilà, c'est d'ici que datent mes premiers souvenirs de combat. J'étais à une de ces fenêtres quand le combat est descendu. J'ai encore bien en tête le bruit des vessies sur les pavés et l'image de Saint-Georges, sa veste jaune sur le ciel bleu. Depuis ce moment-là, j'ai un souvenir, pour moi, le Saint-Georges, c'est un dieu. De plus, quand on est rentré après ce combat, on habitait la route d'Aubourg, et j'ai demandé à mon père, mais qui est Saint-Georges? Il m'a dit, c'est Aramis Tournay. Et depuis ce jour, c'est Aramis Tournay qui est devenu mon dieu, et j'ai toujours rêvé d'être acteur depuis ce moment-là. J'ai appris 15 jours avant le combat que j'allais être acteur. À ce moment-là, évidemment, je croyais que c'était réservé au personnel communal et je n'y avais même pas pensé. L'occasion s'est présentée. J'ai donc sauté sur l'occasion et je suis rentré en tant qu'acteur en 1974. Donc je me suis fait arracher les rubans par les autres acteurs qui, l'après-midi, après le combat, aller vendre du porte-bonheur au Montois. Donc, j'ai même eu la chance qu'un des acteurs me propose de racheter un ruban pour me porter bonheur. Un peu fort quand même.
Nous sommes ici au square Georges Rappers et avec, je vais dire, 10 mètres carrés de pelouse. Pour moi, ce n'est pas suffisant en son honneur. Je crois que tous les Montois devraient lui élever une statue en or. Mais ça, c'est encore un avis personnel. En tant que protecteur, j'étais toujours à la droite de Saint-Georges. Et il m'est arrivé d'écarter certains diables d'un coup de carcasse, à tel point qu'il se relevait, je l'ai poussé et il a fait un cumulé en arrière. À ce moment-là, Ramus se retourne et dit « Bio coup de baudet, gamin !» C'est un souvenir qui restera marqué à tout jamais. Son dernier combat, on se rend compte qu'on l'a fait, c'est l'année suivante. C'est la première année où on ne le fait pas. Là, j'avais accompagné les acteurs, et puis, quand je les ai vus partir, je me suis retrouvé seul, perdu avec un vide, quelque chose, une sensation d'homme perdu, quoi, de dire qu'est-ce que je fais ici, quoi. C'était un vide immense à ce moment-là. Si à l'origine, quand je suis rentré, certains membres de ma famille voyaient d'un mauvais œil cette participation au folklore, pour moi, ça a toujours été une fierté, un honneur de le faire. Et à partir des années 70, chaque acteur a apporté sa petite pierre à l'édifice qui est devenu le combat, c'est-à-dire un chef-d'œuvre au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est en 2005 que la Ducasse rituelle de Mons entre à l'UNESCO après de longues démarches administratives. Concrètement, pas de grands changements pour le combat ni pour la procession, mais une aura internationale pour la Ducasse de Mons. Et pour en parler, rencontre avec Manuela Valentino, la responsable UNESCO à la ville de Mons. Bonjour mesdames. Bonjour. Je vous emprunte Manuela quelques instants. Oui, je vous en prie. Avec plaisir. Merci d'être avec nous Manuela. On revient donc sur cette étape de la Ducasse rituelle qui entre dans l'UNESCO. Auparavant, pourquoi avoir reporté une candidature? Il y a une candidature qui va être montée sur les dragons processionnels en Europe et le doudou, comme on l'appelle à Mons, va intégrer cette candidature. Ça avait vraiment tout son sens. Quels étaient les critères pour rentrer dans ce classement UNESCO très prestigieux? Alors c'est du patrimoine immatériel, donc à l'époque il faut savoir qu'il y a des ambassadeurs de l'UNESCO qui sont passés déjà en 2004 et en 2005 aussi ici à Mons pour voir comment se passait cette manifestation. Et dans les critères qui vont être repris très clairement, eh bien, il y a différents éléments. Il y a à la fois l'organisation de cette manifestation toute l'année, parce que comme vous le savez, ce sont des milliers de bénévoles, des milliers de personnes qui vont travailler à ça. Alors il y a un autre élément fort important qui est le caractère solennel que l'on va retrouver surtout au moment de la descente de la chasse de Madame Sainte-Vaudru et cette sacralité qui va revenir dans le dossier. Et puis on a le caractère participatif qui a vraiment marqué les esprits avec la poussée dans la montée du quart d'or, bien sûr, et au moment même du combat, le public qui est, comme Georges Rappers se disait, le premier acteur. Et donc, c'est ces éléments-là qui vont faire qu'on va pouvoir être reconnu en tant qu'à l'époque chef-d'œuvre du patrimoine immatériel sur cette liste qui est universelle et qui est très honorifique, dont l'objectif est évidemment la conservation de ces patrimoines. Est-ce que cela a changé quelque chose à la Ducasse? Alors, ça a changé des choses sans changer vraiment. Je vous explique. C'est que l'année suivante, on va voir beaucoup plus de public autour de ce patrimoine. Donc, ça, c'était déjà très important. Évidemment, le patrimoine continue à se jouer de la même manière. C'est un patrimoine immatériel, donc il va évoluer. Comme il avait évolué avant, il évoluera après, comme je le dis, pas de panique. Et surtout, on voit au lendemain de la reconnaissance l'idée de créer ici à Mons un musée qu'on appelait alors la Maison du Doudou, mais qui va arriver en 2015 avec le musée du Doudou. Donc l'important finalement, c'est qu'au niveau international aussi, d'avoir un lieu qui est consacré à cette Ducasse rituelle toute l'année.
Alors il y a eu des polémiques avec la Ducasse date et son sauvage. La Ducasse datée est sortie du classement UNESCO. Est-ce que certains éléments pourraient troubler cela aussi à Mons? Alors, pas du tout, parce qu'évidemment c'est une question qu'on a eue auprès de l'UNESCO quand on a entendu toutes ces polémiques autour de la Ducasse date et toutes les tensions que ça créait. En fait, au niveau de la Ducasse date, il y avait vraiment une problématique avec ce sauvage, et c'est toute la difficulté de ces patrimoines finalement de la vision locale. Évidemment, Hatt l'a répété plusieurs fois, il n'y avait pas du tout de mauvaises idées dans ce jeu, et c'est historique, mais à côté de ça, cette liste justement elle est internationale, et donc il y a ce point de vue international qui est contre en gros le blackface, et les deux finalement malheureusement n'ont pas pu se concilier. Comment vous voyez évoluer la Ducasse, le combat? Ce qui est important justement, c'est que ça continue à évoluer et qu'il n'y ait pas de blocage, qu'on ne soit pas dans une version folklore, passéiste, mais dans quelque chose qui évolue, où le citoyen, le local aussi, s'y reconnaît, s'empare de sa manifestation et la fait évoluer pour qu'elle puisse être transmise aux générations futures. Quel plaisir de découvrir les facettes cachées du lumeçon. Depuis plus de 8 siècles, chaque geste est précis, écrit, transmis d'acteur en acteur pour le plus grand plaisir du public qui en redemande. Les symboliques ont changé, évolué pour être au plus proche de la société. Nul doute qu'elles évolueront encore dans cette longue histoire de la Ducasse rituelle de Mons, tout comme TéléMB qui vous fait vivre depuis 1986 en duplex les festivités de la Ducasse. A bientôt sur cette même antenne pour un nouveau numéro de C'est notre histoire. L'issue fatale, les proches. Voilà. Le dragon est terrassé. Albiette est morte. Fin du combat et un Vlaco pour un an, du moins on l'espère cette fois-ci. Écoutez cette clameur, écoutez ce...